Voilà. C'était pour l'acquisition aussi. Voilà, donc bienvenue. Ça va, c'est pas mal comme début, non? Et juste à ce moment-là, le soleil apparaît, on ne voit plus rien. Voilà, ça c'est le signe que Dieu est avec nous. Ou le diable, je ne sais pas, dans le cas du heavy metal. Je pense que c'est plutôt le diable, mais il n'y a pas de... Ah ben non, ils ont enlevé. Ils ont retiré le store derrière. Bon, c'est le matin. Ça m'a l'air. Donc je décline toute responsabilité pour la qualité artistique du rendu, parce que ça ne rend pas justice à mon travail. Donc c'est déjà le deuxième séminaire du Casper. Et comme il n'y avait personne, eh bien, Jean-Pierre et moi, on a décidé qu'on allait se lancer. On avait prévu de faire un article pour le numéro d'avril de la Revue Nouvelle sur l'idée de départ que le punk serait janséniste et que le heavy metal serait jésuite. Et on avait prévu de le faire en disant qu'on ne déterminerait pas si dans le numéro d'avril c'était un poisson d'avril ou pas un poisson d'avril. Mais comme on avait besoin d'un exposé, voilà, ou d'un poison d'avril, pour reprendre le nom d'un groupe tristement célèbre dans la mémoire des hard rockers. Alors, quelle est l'ambition? L'ambition, c'était en fait de s'amuser, je pense, dans un premier temps, et deuxièmement, de faire un peu un essai sur le mode du café du commerce, donc une sorte de semi-improvisation autour d'une thématique, et de prendre le défi, même en partant d'un thème comme le heavy metal et le punk, d'en proposer des grilles de lecture qui vaudront ce qu'elles vaudront, mais qui auront l'avantage d'être des grilles de lecture, on va dire. Voilà, à peu près. Donc en gros, c'est juste pour s'amuser. Jean-Pierre m'interrompra quand il voudra. Comme moi, je sais comment on fait, j'ai préparé un PowerPoint. C'est aussi toujours ça le problème des punks, hein, c'est que questions techniques, ils sont vraiment en dessous de tout. Et donc forcément, c'est les métalleux qui s'y collent. J'ai pu préparer... Moi, j'ai pas prévu de PowerPoint. un joli PowerPoint. Avec, comme point de départ, qu'est-ce que le heavy metal? En gros, en fait, c'est une sorte de bad trip dans le but de se remettre de l'épouvantable mouvement hippie de sinistre mémoire, sur la base de l'idée que finalement, il ne faut pas s'attendre à ce que ça aille mieux. Le mieux n'est pas au bout, mais c'est la mort qui est au bout du chemin, et la mort étant au bout du chemin, il n'y a pas de raison de se réjouir. D'où... un point de départ finalement assez noir pour le heavy metal. Je pense que le punk ne part pas non plus de prémices très optimistes. Alors pour ce qui est des précurseurs, tout le monde se dispute depuis la nuit des temps pour savoir qui ont été les précurseurs du heavy metal. On peut citer les Kinks, les Stones, Steppenwolf, il y en a d'autres. Et puis à partir de quel moment est-ce que ça commence vraiment? On n'en sait trop rien, et en fait je ne pense pas que ce soit très important. On peut considérer que les premiers seraient AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep et d'autres, en étant entendu qu'ici je parle de heavy metal au sens le plus large, parce que certains font la distinction entre hard rock, qui serait donc ce qui est encore, par exemple AC/DC se définit comme un groupe de rock and roll, et quand vous écoutez les premiers albums, c'est du rock and roll, ils ont juste branché leur truc en 210 volts sur du 220, mais en gros c'est vraiment du rock and roll très fort sur leurs tout premiers albums. Mais donc je ne fais pas cette distinction qui amènerait à se demander ce qui fait à un moment rupture entre le hard rock, le heavy metal, etc. Bon, voilà. Ici, on sera uniquement sur heavy metal pour tout le monde. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais les genres et les sous-genres du hard rock sont innombrables. Enfin, du heavy metal, pardon. Donc, hard rock, thrash, speed metal, hard FM, mon Dieu, metal progressif, doom, death, black metal, néo-metal, stoner metal, hardcore, et metalcore, enfin tout ce que vous voulez, et en plus à chaque fois ils arrivent à se disputer. J'entendais là tout à l'heure un des assistants, il se dit oui mais je suis pas vraiment sludge, je suis plutôt post-sludge, enfin voilà. C'est les trucs qui ne passionnent que les métalleux, généralement après une série de bières prises au bar, après un concert où il faut un peu se consoler de n'avoir eu que 23 personnes dans la salle. Venons à ce qui nous intéresse, à savoir l'esprit du heavy metal. Avec ici une photo du défunt Ronnie James Dio, qui a été chanteur notamment de Rainbow et de Deep Purple, régulièrement quand Deep Purple splittait ou resplittait. Et premier élément de l'esprit du heavy metal, évidemment, c'est l'angoisse. L'angoisse sous la forme de la figure inversée du bon chrétien. Donc vous voyez des bons exemples en bas. Donc ça c'est le pire, être beau et lisse, mais on voit mal, mais c'est le groupe Europe.
aussi de sinistre mémoire, parce qu'il ne faudrait pas croire que je suis particulièrement fier de tout ce que le mouvement hard rock et heavy metal a pu produire, même si là on peut franchement se poser des questions sur l'affiliation, mais ils s'en revendiquent. Regardez, ils ont des cheveux longs et des permanentes. Et encore, Ce tu qui, m'as à dit l'époque, que tu n'abordais pas les aspects politiques. c'est vrai. En gros, ce qui se passe derrière ça, c'est l'idée que le métal serait une sorte de mauvaise conscience, le revers de la médaille de la musique psychédélique, c'est-à-dire c'est quand on se réveille après un bad trip et le métal est nourri par la figure inversée du bon chrétien, donc bagarreur, coucheur, buveur, sataniste, sexiste, grossier, sale, et on en passe. En tout cas, il faut être mauvais, le pire étant effectivement d'être beau et lisse. Ça débouche sur une thématique assez globale, qui est la thématique du mal, qu'on peut décliner de diverses manières. Par exemple, avec, chez certains en tout cas, une forte focalisation sur les questions satanistes, la crainte du démon, la crainte d'être le démon, la revendication d'être le démon, la démonstration par la débauche de son appartenance au malin, etc. Donc les déclinaisons sont infinies. Les récits, en fait, les thèmes sont liés à soit des récits de type heroic fantasy, sorcellerie, cauchemar, guerre, filles et voitures et motos aussi, ça dépend des périodes. Et des intérêts personnels de l'un ou l'autre, et des derniers achats de l'un ou l'autre, évidemment. Les récits sont généralement des récits à la première personne, en tout cas souvent, dans lesquels le métalleux se met en scène. Alors, le métal, on a parlé pour l'instant de musique, enfin un peu, des thématiques, et on sous-entend l'idée d'une musique, mais il ne faudrait pas croire que le métal est en fait un genre musical. C'est pas ça en fait, c'est un mouvement protéiforme qui comprend de la musique, mais qui est en fait centré autour de rituels. Ces rituels étant finalement des célébrations qu'on peut voir comme une religion, le concert étant emblématiquement central. Alors tous les gens qui vous disent qu'ils écoutent du métal ne vont pas dans des concerts de métal, mais il n'empêche que la figure du concert, l'événement concert, est un des points focaux de cela, comme la messe du dimanche est le point focal de la Manif pour tous. Le centre de gravité donc, du monde du métal, c'est le concert, qu'on peut voir comme une messe noire, non pas parce qu'il reprend en caricaturant le rituel catholique dans le cas qui nous intéresse, mais parce qu'en fait, il repose sur une liturgie globalement stable, notamment des rôles clairement définis et clairement distincts entre les prêtres qui sont sur scène et les fidèles qui sont ailleurs, la plupart du temps quand même en bas. Le prêtre joue un rôle particulier, il est le héros qui se confronte à l'absolu, et comment est-ce qu'il fait la preuve de ça? Bien, il fait la preuve de ça en étant un surhomme. Le prêtre surhomme est celui qui joue de la batterie plus vite que tout le monde, qui joue sur des guitares accordées plus basses que tout le monde, qui a des plus grosses cordes que les autres, qui fait des solos plus rapides, etc. En tout cas, on est dans une surenchère où finalement, ah oui, il est aussi évidemment le chanteur qui crie plus fort, plus bas, plus haut, enfin, tout ce que vous voudrez, plus que les autres. Plus souvent, plus longtemps aussi dans sa carrière, avec parfois des expériences douloureuses. La danse, la transe, donc en fait, le public, lui, est dans le rôle des fidèles qui entrent en transe, et donc les rituels de secouement, enfin de gigotage, sont tournés autour de signes envoyés, donc des célèbres cornes, qui ne sont pas pratiqués partout. Parfois, ça peut faire un peu trop vieux métalleux de le faire dans certains concerts. Donc, il faut faire attention. Ne sortez pas tout de suite vos cornes, vous regardez si les autres le font ou pas. C'est un petit conseil pour les néophytes. Il y a évidemment le pogo, mais qui est plus punk. Alors, on peut parler du Circle Pig, du Wall of Death. Quoi ? Grand guignolesque. Grand guignolesque, qui est punk grand guignolesque, pardon. Mais en tout cas, la compression est aussi un élément important, en tout cas pour les groupes qui ont suffisamment de public. Ce qui n'est pas toujours gagné, mais disons que les groupes populaires, eux, invitent le public à la compression. Bien entendu, mais ça, on va y venir après. Voilà, la liturgie, liturgies et signes, tout est mis en scène dans le concert de métal, c'est-à-dire que rares sont les groupes qui, pour des raisons autres qu'économiques, font le choix du dépouillement.
la pyrotechnie, la sonorisation, les murs de Marshall sont très célèbres pour ça, les éclairages, les micros qui ont joué un rôle très important quand ils sont devenus des micros radio en permettant aux gens de monter sur les baffes ou de sauter dans le public, les guitares, et évidemment l'évolution technique des batteries, dont un expert ici nous parlera peut-être mieux après. Voici déjà quelques extraits. Voici le morceau Speed King de Deep Purple, une ode à une pédale de batterie qui permet de jouer beaucoup plus vite. C'est assez rapide à l'époque. Mais c'est... voilà. On voit déjà quelques éléments, les longs cheveux, qui sont de manière cyclique en tout cas des éléments liturgiques importants. N'oubliez pas les légendes qui disent que la force est dans les cheveux, la tradition des sorcières qui doivent porter des longs cheveux parce qu'elles captent les forces telluriques. Voilà, un exemple aussi la parole n'est pas importante, ce qui compte c'est de faire preuve de sa virtuosité vocale. Voilà, donc le métalleux se met en spectacle. Passons à un autre exemple. Du côté féminin, ça raconte ça. Bien entendu, on pourra revenir sur la question des féminins. Alors, le groupe Accept. Voilà. Ça, c'est comme ça sur tout l'album. Donc en fait ça c'est typique du mouvement du speed metal où le but est de jouer le plus vite possible. Avec évidemment toujours le problème c'est qu'à un moment donné ça plafonne et donc Accept est un très bon exemple de ça. Ça c'est le deuxième chanteur, ils ont dû aller chercher un Ukrainien pour reprendre le truc, mais c'était une spécialité allemande ça, qui sont souvent caractérisés dans le métal par des mouvements particulièrement subtils, on va dire. Alors, on va faire un petit exemple avec Deep in Hate d'un autre usage de la batterie. Le cheveu est court. Comme vous aurez remarqué, la batterie est là, finalement, l'instrument principal. En fait, ce que je veux montrer, la voix est assez sympa. On reviendra sur la question du cri. Ce qui est intéressant ici, c'est notamment de voir l'importance de la technique. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que derrière ça, il y a évidemment une évolution technique, d'abord dans les techniques de jeu, mais aussi dans les techniques pures, c'est-à-dire la façon dont les batteries et les pédales sont construites. Et ça a un effet direct sur la façon dont on joue. Le but restant quand même d'être le plus lourd, le plus violent, le plus hurlant, enfin, etc. Alors, liturgie et signes, il y a bien entendu les objets liturgiques. Le métal est entouré d'une série d'objets liturgiques, au premier rang desquels, bien entendu, les costumes, qui sont extrêmement importants. Chaque mouvement aussi a ses codes. Par exemple, on a remarqué ici que le Deep in Hate est habillé en noir, mais en noir sans un signe, ce qui est assez rare dans le monde du métal où on aime bien les breloques de manière traditionnelle. Bien entendu, les instruments, ici j'ai fait un exemple, on le voit malheureusement assez mal, mais j'ai trouvé un exemple d'une jolie guitare assez caricaturale, mais donc les 1001 formes des guitares sont aussi une manière, évidemment, d'attirer l'attention sur les objets liturgiques. Alors là, je vais vous demander un peu de concentration, parce que l'image est mauvaise, mais donc c'est pour vous montrer quelques exemples de la façon dont se présentent eux-mêmes les métalleux. Ici, on voit mal, mais il tient dans la main une queue de diable. Donc, c'est l'album Highway to Hell d'AC/DC, un des albums marquants de l'histoire du métal. Voici le groupe Black Sabbath à ses origines. Regardez le superbe exemplaire de Wookiee que nous avons sur la gauche. Voici le groupe Judas Priest à ses débuts. Judas Priest, dont le chanteur Rob Halford était homo
sadomaso et à importer, voilà, c'est le t-shirt que je porte, et à importer dans l'univers métal le côté cuir et clou qui lui venait des boutiques de harnachement SM gay. À l'époque, bien entendu, il n'était pas du tout officiel qu'il était gay parce que c'était assez mal vu dans un monde aussi macho. Évidemment, une pochette de Iron Maiden très célèbre pour son Eddie, une sorte de revenant qui revient de manière effectivement cyclique dans leurs illustrations. Alice Cooper, le père spirituel du point de vue esthétique de Marilyn Manson, bien entendu, qui aime bien jouer avec le sang, etc. Et sur lequel tu reviendras, je pense. Cannibal Corpse, dont le nom indique évidemment toute la délicatesse et l'humanisme. Devorment, mais là on voit vraiment mal parce que le problème c'est que c'est généralement fort sombre. Voici Motorhead, bien entendu, et leur mine réjouie. Un métalleux ne rit pas, en tout cas pas quand on le regarde. Et donc c'est rare. Non, les vieux groupes rient parce qu'ils sont tellement contents d'avoir échappé à l'enfer de la drogue et d'être de nouveau sur scène que souvent ils s'amusent bien. Par exemple, quand j'ai vu Accept, ils étaient le bassiste, si je me souviens bien, avait un sourire jusque-là pendant tout le truc parce que je crois qu'il a cru qu'il ne reviendrait jamais sur une scène de sa vie. Mais sinon, c'est une affaire sérieuse. Donc voici ceci, hein, donc Screaming for Vengeance de Judas Priest, ou le groupe Wasp. Esthétiquement d'assez sinistre mémoire, il faut le reconnaître. Ou encore ceci, tu parlais de look efféminé. Je ne sais pas si vous voyez bien là les rouges à lèvres, les petits maquillages, les t-shirts savamment déchirés et les poses lascives. Le but, c'est de toute façon d'incarner le mal, même si celui-ci, finalement, est celui du débauché androgyne. Vous n'avez sans doute pas vu, mais il avait un joli petit bandeau avec un pentacle inversé. Ça aide toujours. Alors, dans la liturgie et les signes, il y a bien entendu l'importance de la calligraphie. Comme toute religion, il existe un lettrage sacré, et on peut savoir à quel mouvement appartient un groupe en fonction de la calligraphie qu'il utilisera. Le but étant d'être le moins lisible possible, bien entendu. Il faut être reconnaissable, mais pas lisible, exactement comme quand on chante. Il est absolument hors de question que quelqu'un comprenne vos paroles. On se rendrait compte que vous n'êtes pas capable d'écrire en anglais. Alors, néanmoins, tous ces signes sont facilement marchandisables. Tout à fait, effectivement. C'est un des éléments, le stand merch, comme on dit, à la sortie du concert, est évidemment une des étapes. Il n'y a pas de collecte pendant le rituel parce qu'il est trop mouvementé, mais il y a évidemment des collectes à la sortie. Alors, venons-en au chant religieux en tant que tel, dont un des éléments cardinaux est bien entendu le cri. En haut, vous voyez le chanteur de Metallica. Il y a un remplacement total ou partiel du chant par le cri depuis l'origine, en fait, du métal, jusqu'à, dans certains groupes, arriver à un remplacement absolu. On dirait Pascal Obispo. On dirait Pascal Obispo. Pour la voix, c'est un peu moins ça, mais voilà. Le borborigme, finalement, est la langue liturgique du métal, ce qui, c'est comme dans les rituels où on entre en transe et on parle en langue, comme disent les protestants. Eh bien finalement, le borborigme est sans doute cela. C'est un chant de communion et pas un chant de conviction. L'animalité du cri supplante l'humanité de la parole. Il n'est pas question de se faire comprendre, il est question de faire ressentir à l'autre. Et l'idéal est que l'autre se prenne le cri en plein dans la figure. Il n'est pas question d'un message articulé à ce niveau-là. Il y en a, hein, je veux dire, mais si vous lisez les paroles, à part certains groupes qui ont des paroles recherchées, je penserais par exemple à Iron Maiden, dont le chanteur a appris à lire et à écrire. À part ça, généralement, les groupes de métal portent peu attention à ces questions-là. Le cri est aussi évidemment un exploit du prêtre et de cette manière une légitimation de son pouvoir. C'est parce qu'il crie qu'il est sur scène. Si tu veux être sur scène à sa place, il faut montrer que tu peux crier plus fort. Alors voici quelques exemples de cris, en commençant par un groupe assez urticant, qui est donc le groupe de King Diamond. Vous allez tout de suite voir. Très typique aussi la petite vidéo façon maison hantée avec un petit garçon perdu. Voilà, c'est assez affligeant, je sais. Mais je ne peux pas non plus vous parler du métal en faisant semblant que ce genre de choses n'a pas existé. Donc il faut assumer. Vous le voyez mal, mais il est aussi entièrement maquillé en noir et blanc, ce qui est assez joli. Voilà, donc lui, son truc, c'est de passer du grave à l'hyper-aigu. Passons à Marche funèbre, un groupe de doom belge, anversois, si je ne me trompe pas. Vous allez voir qu'on est dans autre chose. Et
Le doom est caractérisé par un rythme beaucoup plus lent, bien entendu. C'est pour les batteurs qui sont lents, mais qui aiment bien taper très fort. Donc là, il chante. Pendant qu'il fait... Donc là, ils sont deux chanteurs. Donc il y en a un qui est plus haut. Et c'est un groupe qui a comme particularité notamment de toujours faire des pochettes avec des suicidés dessus. Le doom est empreint de joie de vivre. Et alors on va passer à un autre genre pour... Vous allez bientôt entendre le pig squeal, donc qui est le grognement de cochon. Voilà. Je crois important, excusez-moi, à ce moment de préciser qu'il ne faut pas ça pour rire. Ça pourrait prêter à confusion, mais... Donc ça, c'est un groupe Carolo, je pense. Mais qui est assez sympa, hein, mais bon, voilà, c'est Truth in Blood, parce que c'est un split album, donc c'est un groupe qui fait un album avec un autre. Voilà. Suck My Split. Suck My Split s'appelle l'album, oui, voilà. Alors, donc le deuxième élément après le cri, c'est évidemment le solo. Oui, pardon, excuse-moi, je vais essayer de me dépêcher. Le solo, qui est évidemment la manifestation de la nature surhumaine du prêtre, cette fois-ci le guitar hero. Pas seulement le guitare, d'ailleurs, parce qu'il y a des batteurs qui font des solos aussi, c'est moins fréquent, mais c'est aussi entouré d'un certain décorum. Il y a je ne sais plus quel groupe qui faisait des solos avec le type attaché, sanglé sur son truc, et la batterie qui tournait, qui faisait des demi-tours en l'air, et c'est son solo la tête en bas. C'est pas Deep Purple, justement. Non, c'est pas eux. Et donc le solo est de nouveau un exploit du prêtre et un instrument de légitimation de son pouvoir. Ici, un exemple de solo d'ACDC avec le très connu Angus Young que vous voyez très mal et dont vous ne pouvez pas voir la danse du canard. Et alors, malheureusement, la vidéo est vraiment très très mauvaise, donc vous verrez sans doute peut-être mieux ici. Mais ici, c'est cet enregistrement célèbre où on le voit aller respirer au masque à oxygène dans la coulisse avant de ressortir pour continuer son solo. Quand on le voit sur scène, il se donne beaucoup. Voilà, là, ça fait partie de la légende. Évidemment, ça, c'est quelque chose qui construit le guitariste comme un héros. Parce qu'il va au-delà de lui-même et il a besoin de... C'est pour ça qu'il a besoin de prendre de la drogue, notamment. Faut pas croire qu'on fait ça pour son plaisir, non plus. Hein. Non, mais... Voilà. Lui, c'est évidemment un des guitaristes les plus connus de la scène métal, qui a commencé à 14 ans, et il faut voir ce qu'il fait à 14 ans, c'est quand même pas trop mal. Je vais vous passer le reste, parce que mon collègue Piaf, le riff, troisième élément essentiel de la musique métal, le riff, qui est donc cette phrase musicale qui se répète, qui permet évidemment la reconnaissance par l'adepte, l'adhésion à la musique et évidemment un effet hypnotique, étant entendu que riff et solo se concurrencent dans certains mouvements. Il y a des mouvements qui font quasiment pas de solo ou jamais, et il y en a qui ont finalement plus de riff, tellement ils font des solos tout le temps. C'est fort ennuyeux. Avec ici un exemple d'un riff extrêmement célèbre de Black Sabbath, donc de Sabbath Bloody Sabbath, leur premier album. Un des meilleurs riffs qui ait jamais été écrit. Enfin, si vous me permettez de donner mon avis. Alors, eux ont marqué l'histoire du métal de manière extrêmement importante, et leur façon notamment de faire une musique lancinante est quelque chose qui est très très fort revenu, notamment dans le stoner metal, mais pas que.
tous les métalleux ont commencé en écoutant Black Sabbath, ou quasiment. Alors voilà un exemple de riff de basse avec Anthrax, un groupe des années 80, qui est connu aussi pour après avoir fait la jonction avec le rap. Et pour porter des shorts, à une époque où ça ne se faisait pas encore. Parce que maintenant, il y a des mouvements dans lesquels on est tous en short et d'autres pas. Donc le dress code est très très important. Aussi. Et alors... Ça ressemble furieusement à une chanson qu'on va l'entendre, ça ressemble furieusement à une chanson de Joe Jackson. Ah, possible. Et ça, c'est juste pour donner un exemple d'un des rares exemples de riff de batterie. Ce thème va se répéter tout le long. C'est Voivode. Voilà, effectivement. Alors, pour conclure, il est grand le mystère du métal. Pourquoi? Enfin, ici, vous n'allez pas voir ma super animation. Il y a un petit Angus Young qui passe dans le bas de l'écran. Mais c'est vraiment... Regarde, t'as vu le temps que ça m'a pris de faire un truc pareil. Donc, le métal est une communion plutôt qu'un vrai dialogue avec Dieu. Il est ressenti plutôt que compris. Et c'est donc tout le mystère de la foi dans le métal, bien entendu. Il repose sur des valeurs inversées mais fortes, donc ce n'est pas un mouvement nihiliste, c'est un mouvement qui inverse les valeurs. Il est fondé aussi sur une revendication du péché comme élément central de l'identification du métalleux. Le clergé est bien entendu central, c'est un mouvement qui est structuré autour d'un clergé et de célébration. Et en fait, on peut de ce fait, me semble-t-il, le rattacher au catholicisme et se demander si ça ne serait pas une des sources du rejet répété du heavy metal par le protestantisme américain. Je vous remercie. Je passe la parole à vous. Tu peux m'installer. Oui, je te passe les trucs. Une seconde. Ton costume, genre. Bonjour. Bonjour. Ah. Salut Laurent. Vous êtes terminé. Très bien. Oui, je viens d'inverser. Je ne voudrais surtout pas boire au gobelet d'un métal. Moi, j'ai des fruits métal. Je sais pas si... Bon, alors, vous allez voir, ça va être très différent, à la fois au niveau de ma présentation, parce que je n'ai pas prévu de PowerPoint, et je vais essayer de parler beaucoup moins, parce qu'on sentait manifestement une tentative de légitimation du heavy metal, du hardcore, qui était voué à l'échec par ailleurs. Hein, donc je vais beaucoup moins parler, je ne vais pas me baser sur une technique élaborée, donc tout sera beaucoup plus punk. Et donc je vais me baser beaucoup plus sur des extraits que je vais commenter de façon assez improvisée. Donc je rappelle simplement donc ce qu'on appelle le mouvement punk historique, encore qu'on peut discuter sur les termes. Certains diraient qu'il y a déjà des punks dans les années 60, autour notamment du Velvet Underground, le garage rock, etc. Mais donc les mouvements qui sont vraiment identifiés comme punk, c'est essentiellement la scène new-yorkaise de la fin des années 70, et la scène anglaise, et par extension européenne, à partir de 76-77. Et alors j'en aurai une approche assez large en considérant que ce qui vient après, donc ce que certains appellent l'afterpunk, le post-punk, ou ce qu'on appelle aussi la new wave, fait également partie du mouvement. Alors, punk, c'est un terme anglais qui signifie des gens bizarres, louches, un peu des déchets de la société, des moins que rien. C'est intéressant de voir également que dans les mouvements new-yorkais et anglais, il y a par rapport aux autres mouvements rock, il y a une surreprésentation des femmes, des juifs, des homosexuels. Donc les punks ont un point commun, mais ça doit être le seul avec les métallos et les hardeux, c'est d'avoir pour ennemis les hippies. On peut ajouter que les punks avaient également d'autres ennemis, hein, puisqu'ils s'opposaient également à tout ce que le rock était devenu dans la première moitié des années 70, notamment le glam rock avec ses paillettes, ce qu'on appelait à l'époque le rock progressiste, qui n'était pas un mouvement politique, mais qui était progressiste. C'était en fait une musique qui se voulait très sophistiquée, qui imitait par certains aspects les prétentions de la musique classique.
Et évidemment aussi, le punk s'oppose à pour ennemi, évidemment, également le hard rock ou le heavy metal. Même si on a le temps, je trouve que ce serait intéressant à la fin aussi de voir quelques exemples de morceaux qui sont catalogués punk, mais qui pour moi partagent quand même des traits communs avec le heavy metal, donc des morceaux un peu borderline, on va dire. L'air du verso. Alors, en fait, donc, ce qui fait aussi que je n'ai pas besoin de beaucoup parler, c'est que à peu près tout ce que Christophe vous a dit, hein, finalement, une bonne présentation du punk, ça pourrait être de dire que c'est juste le contraire. Donc, pour reprendre quelques-unes des expressions que tu as utilisées, donc là où le hard rock est dans le plus, hein, le punk est dans le moins. On a vu que le hard rock était dans le culte, alors que le punk est vraiment complètement anti-culte, c'est kill your idols and do it yourself, donc c'est prends ta guitare, prends la parole et monte toi-même sur scène ou prends toi-même la parole. Je pense qu'on peut dire également que même s'il y a des punks que je vais qualifier de grands guignolesques qui ont aussi beaucoup joué sur le motif de la provocation, de la transgression, etc., je pense qu'en même temps le mouvement punk a, pour ainsi dire, théorisé, en tout cas thématisé dès le départ, que la transgression ou le motif de l'inversion était en fait une fausse libération. Et donc de ce point de vue-là, pour faire référence à des trucs plus intello, on pourrait dire que d'une certaine manière, le punk, plutôt que d'être dans une transgression basique, est plutôt dans une espèce de déconstruction. C'est intéressant de noter d'ailleurs que par rapport aux références intellectuelles, on a souvent fait le rapprochement entre le terme punk et le terme camp, qui avait été utilisé par Susan Sontag, je pense même que c'était à la fin des années 50. Voilà, donc le mieux c'est de passer à quelques extraits. Et donc le premier extrait, je vais vous passer une chanson qui n'existe que sous sa version démo, donc elle a figuré sur aucun album officiel de ce groupe. C'est un groupe féminin qui s'appelle les Slits, donc les Fentes, et qui a fait l'objet donc d'écrits fameux, notamment ici, je vous ai photocopié 3 pages extraites d'un ouvrage qui s'appelle Lipstick Trace. Donc c'est un ouvrage d'un rock critique qui s'appelle Grell Marcus. Le sous-titre de cet ouvrage étant Une histoire secrète du XXe siècle. Donc c'est un bouquin qui est quand même assez audacieux dans son ambition. Et donc je vous laisserai lire, je vous laisserai découvrir, mais en quelque sorte, Grell Marcus ou d'autres ont prétendu que ce morceau était vraiment l'incarnation, l'épitomée, l'essence du punk. Alors comment est-ce qu'on met en plein écran ? Alors, on va recommencer parce qu'en fait, comme vous le verrez dans l'article, le petit rire au début est très important. De toute façon, il n'y a pas de film. Oh no! Alors, un des arguments de Marcus, c'est de mettre en évidence notamment le côté joyeux. Donc, c'est vrai que souvent le punk est assez sombre, assez noir, voire nihiliste. Mais ici, donc, il y a une certaine légèreté. Alors, ce qui est aussi intéressant dans le commentaire de Grell Marcus, c'est qu'il fait le rapprochement avec les premiers enregistrements d'Elvis Presley. Ce qui, selon moi, est une manière de renvoyer, on va dire, au temps de l'innocence. Et on pourrait dire que le punk, c'est une musique qui recherche l'innocence, mais dans un monde où l'innocence est perdue. Alors, un autre groupe un peu dans la même catégorie, qui pour moi est vraiment un des meilleurs exemples du punk par-delà les clichés, parce que c'est quand même ce que je vais essayer de mettre en évidence, ce que j'appelle le punk janséniste, c'est le punk par-delà les clichés, alors que le punk grand guillonnesque, c'est celui qui joue un petit peu avec les clichés. Ce deuxième exemple, c'est un autre groupe féminin qui s'appelle les Raincoats. Avec un chant assez atypique.
Et donc, on remarque directement que d'ici, on est vraiment plus dans l'archétype de la chanson punk, donc c'est pas forcément la chanson en accéléré, c'est plutôt quelque chose de déstructuré, de déconstruit. Et donc, ce qui est remarquable également par rapport à ce groupe, c'est que au départ, elles étaient notoirement incompétentes par rapport à leur instrument. Et donc là, on retrouve aussi ce qui est le contraire du heavy metal, du hard rock. Et c'est tout le contraire d'un étalage de technique, de virtuosité. Ici, cet exemple-ci, ce qui est remarquable, c'est que ce sont des filles qui ne savaient quasiment pas jouer de leur instrument. Mais quand on réécoute ça maintenant, on se dit waouh, elles ont vraiment inventé quelque chose, quoi. Tu te dis ça. Les punks. Alors, par comparaison, et avant de passer à la suite des illustrations jansénistes, je peux vous montrer ce que je considère être... Ça c'est rien, c'est un machin qui vient. Hop, tu fais ça. Un exemple maintenant de punk grand guignolesque. Par ailleurs, une chanson vraiment remarquable. Le grand guignolesque, ça ne veut pas dire que j'aime moins. C'est un esprit différent. Alors, c'est une chanson, c'est le premier 45 tours des Damned, qui était, il faut le dire, enregistré avant les premiers enregistrements des Sex Pistols. Et donc, c'est une chanson vraiment à la Sex Pistols, donc vraiment la chanson archétypique punk. Voilà, c'est ici. Mais bon, ici, on va retrouver des grimaces et tout ce qui s'ensuit. Juste là sur le coup. Là, c'est typiquement punk. Alors, on va déjà marquer Manson. Oh, on va. Ils sont pas bien. Alors, un peu dans le même style, mais je les ai mis dans les jansénistes parce qu'il y a un côté beaucoup plus innocent. C'est un groupe australien qui s'appelle les Saints. On est dans le religieux à nouveau. Hein. À nouveau, c'est assez punk. Alors, pour repasser à des choses qui sont plus aventureuses, innovantes, alors pour moi, ce qui est vraiment un groupe fondamental, c'est un groupe américain qui s'appelle Père Ubu. Alors, j'avais sélectionné un morceau qui s'appelle 13 Seconds Over Tokyo, mais qui conviendrait mieux. En plus, c'est un morceau qui est long, qui se développe progressivement, et qui, en plus, c'est un morceau qui fait référence très fort à la Deuxième Guerre mondiale. Et en discutant, ça vaudrait le coup de faire une autre réunion par rapport, en tout cas par rapport au mouvement punk. On la fera qu'à deux. Hein. Il y a des allusions permanentes au contexte des deux guerres mondiales et tout ce qui entoure au niveau des mouvements culturels, etc. Ça vaudrait vraiment le coup également de faire une investigation par rapport à ça. Et donc j'ai plutôt choisi ici un morceau donc, qui est aussi atypique. D'ailleurs, il y a une longue introduction avec des instruments avant. Il n'est donc pas nécessaire de savoir jouer. Il a aussi une voix très caractéristique, enfin très atypique. Alors, ça peut paraître surprenant, mais pour moi, fait partie intégrante, sinon du mouvement de l'esprit punk, un groupe comme Kraftwerk, par exemple. Notamment pour le dépouillement. Avec aussi une esthétique très ancienne Europe, entre deux guerres.
un peu l'esthétique qui a fasciné aussi Lars von Trier à ses débuts. Alors c'est marrant de passer maintenant la version Grand Guignol, que j'imagine tout le monde connaît, mais ça vaut la peine de comparer. Comment est-ce qu'on descend ici? C'est incroyable. T'en es là. Non, tu prends juste à deux mains et tu fais avec deux doigts. Comme ça. Donc c'est Telex, groupe belge, hein, comme vous le savez. Donc c'est complètement pompé à la fois au niveau des sonorités et même au niveau du clip, les images. Sauf que les trains sont belges. C'est pour ça que j'ai mis dans le Grand Guignolais, c'est le côté clin d'œil quelque part. Même si Telex est considéré comme un groupe séminal du point de vue de la techno, tout ce qui s'ensuit, mais c'est un peu surfait, même si c'est un groupe belge. Alors... Mais ils le font du deuxième degré, ce que Heavy Metal n'était pas très capable de faire. Ça dépend. Hein. Une des grandes interrogations face au heavy metal, c'est de savoir s'ils y croient vraiment. Et c'est pas du tout gagné. Je suis pas. Quand on voit. Comment je remonte là? C'est pas possible. Quoi. Tu mets deux doigts dessus là, tu vois, et tu fais comme ça fait ascenseur. C'est chouette. Hein. Voilà, les punks, ça, voilà. On comprend qu'ils puissent pas aimer plus élaboré. Alors aussi, quelqu'un pour moi vraiment important, c'est Siouxsie and the Banshees. Siouxsie, qui avait un père wallon, rappelons-le, même s'il était anglais. Le génie wallon. Mais je pense que son père est plus ou moins abandonné. Their first album will be out next Monday and it's entitled The Scream. They're here with us tonight to play DJ. Donc ici, c'est déjà beaucoup plus, on va dire, New Wave. Ça va passer, un peu plus. Donc ça, c'est aussi le chant typique qui va donner par la suite un peu le gothique et tout ce truc-là. Et donc ce morceau date de 78, hein, donc c'est bien avant le gothique. Alors, ce qui est toujours... Parce que le punk, l'essence du punk, c'est les petits groupes quasiment inconnus. Donc deux exemples, un groupe suisse qui s'appelle les Kleenex, aussi un groupe féminin. Ou alors un peu dans la même catégorie, je trouve que le nom est aussi marrant, c'est les Fatal Microbes. Un peu plus lent ici. Souvent il n'y a pas d'image, hein, c'est des trucs... Ils n'avaient déjà pas quoi prendre des cours d'instruments, ils n'avaient pas de quoi s'acheter une caméra sur le rue. Ça va pas sortir. While you're getting kicked to death in a London pedestrian subway, dancing passers-by will help them just look the other way. They've seen to... Alors les Allemands ont aussi fait beaucoup de trucs intéressants, surtout en afterpunk. Un exemple, ça m'a l'air assez parodique, mais ça s'appelle Dörrplan. Comme quoi, Trio n'a rien inventé avec Dadada. Parce que Trio, c'est un avatar par rapport à des machins pareils. Alors, quelqu'un qui n'est souvent pas identifié non plus comme punk, mais qui a été assimilé au début du mouvement punk, c'est Elvis Costello. Extrait d'un concert en 78. This is called Lost in the Lipstick Vogue.
d'excellents musiciens en fait. Là, c'est un petit peu le motif du jeune homme en colère, qui était aussi des images qu'on utilisait à l'époque. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Costello, il a fait une carrière par la suite extrêmement diversifiée et c'est devenu une espèce de personnalité hyper légitime dans le monde de la pop anglaise. Il s'est marié avec Diane Krall, la chanteuse de jazz, et il a collaboré avec le Kronos Quartet, il a même sorti des disques de la prétention musique classique, etc. Donc, non, sauf que il a été récupéré. Il fait partie clairement des gens qui sont sortis très vite, trop à l'étroit dans le format de la musique, j'allais dire punk, mais même rock, je dirais. Il connaissait des musiciens. En porte-à-faux, tu as tapé n'importe quoi. Alors, autre exemple de radicalisme, c'est ce qu'on appelait le mouvement No Wave, qui était un mouvement new-yorkais, dont est issu d'ailleurs Sonic Youth, qui a donné un peu la version. La version, on va dire, plus commerciale du mouvement No Wave. Alors ici, c'est complètement déconstruit, déstructuré. Donc il n'y a plus aucun refrain, ça ressemble même plus à une chanson. En fait. Alors, autre genre d'extrémisme, également les Allemands. Einstürzen de Neubauten. Donc, musique industrielle, on va dire. On utilisait parfois la musique à base de marteau-piqueur ou en utilisant comme percussion des tolles ou des tonneaux. Comme ça pendant 8 minutes. Alors, vous avez également parfois des choses qui sont à la fois en partie inspirées de ce genre d'esprit, mais qui sont avec des trucs plus mélodiques, comme un duo anglais du début des années 80 qui s'appelle I Lost in Gaza. Double imposition, differing, separate, discordant inhibition. You're shadowing, action, turning him out, fighting. Ça, c'est beaucoup plus audible. Ouais. Non, mais ça sonne pas. Ça devient, c'est étonnant. Hein. Alors, c'est comme ça que ça marche le punk. En fait. Normalement, ça devient audible. Jean-François John Jacob. Les Tueurs de la Lune de Miel, qui sont un groupe belge. Christian Genet. On dirait que c'était enregistré au Marais. Yvon Romain, Véronique Vincent. Ouais. J'étais tout mon temps à contempler mon bébé. Lui, les deux qui sont et qui s'appuient. Histoire réussie. Histoire réussie. Alors, un exemple de punk new wave par un groupe français de Nancy, qui s'appelle Casse Product.
sais plus qui me demandait si j'allais mettre téléphone, mais ça non. Mais donc par contre, casque product. Julia agrees that she would never sell out. The world is president Comment je vais mettre un grand guignol? but don't want no more. Ah, mais tous ceux qui vont en People VIP, even job too. The Hollywood script from the elite. You don't yourself up for beggars like you. And made a big splash, but you. Comment, d'accord. Mais je me demande si, parce que ça s'arrête tout seul en fait, je me demande s'il n'y a pas enregistré que des extraits en fait. Ce serait dommage. Et alors ça c'est aussi tout à fait atypique, mais pour moi c'est aussi une des incarnations du punk, c'est l'hyper-minimalisme des Young Marble Giants. Nothing I could do or say. Now we have to learn to sit at home and watch the tree. I've been hurt before. Sorry knocking on my door. So I make a brand new life. Fashion that. Ah oui, tu vois, ça s'arrête tout seul, je sais pas pourquoi. C'était mieux comme ça. Mais alors, je vais terminer avec deux derniers extraits qui ont la particularité. Ce sont deux extraits qui pourraient éventuellement susciter un petit débat parce que c'est deux morceaux donc, qui sont considérés comme punk. Mais on peut se demander, sur base de ces deux exemples, est-ce que c'est du punk qui ne vire pas quand même vers une forme de heavy ou en tout cas de hardcore? Et donc, le premier exemple. À nouveau, la descendre. Tu mets deux doigts, tu vois? T'en prends deux. Ah oui. Voilà, dans l'autre sens. Voilà, c'est bien. Je progresse. Je suis aussi ce truc qui apparaît. Ah oui, c'est ça. C'est pas ça que je. Ah si, c'est justement ça. Ah bah, tu vois, ça tombe bien. Donc, les très connus Dead Kennedys, California Uber Alles. Je les ai mis dans les grands guignols quand même. I am Governor Jerry Brown. My aura smiles and never frowns. Soon I will be J'ai mis la version 45 tours qui est légèrement plus lente et rampante. La version d'album est plus rapide. I will be here one day. I will come and all of you. If it's a meditate. If it's a meditate. California, over others. California, over others. California, over others. Et donc, comme Christophe n'est pas convaincu que c'est une sorte de hard rock, Il manque le son, ça sonne quand même fort. Où est le big screen, quoi? Le rythme est bon. Oui. oui, mais Quand on pourrait. tu joues tout en faisant. Si tu fais du hard rock en accéléré, est-ce que ça devient du punk d'office? C'est seulement ça la différence? Ou bien est-ce qu'il y a un truc au niveau de l'esprit ou non? Mais punk, c'est un côté. Il faut qu'il y ait un truc qui soit déstructuré. Ben, Parce que ouais. c'est vrai, comme Emmanuel le dit, c'est très difficile de voir un air de famille, en fait. Bien plus que dans toutes ces chansons interchangeables. Mais donc, Oui. donc autre exemple, un extrait d'un concert de Nina Hagen, chanteuse allemande, donc vers 78 par là. Et là, en plus, on a vraiment l'impression que ces musiciens ressemblent à des hardeux et jouent comme des hardeux. Ils ont des vêtements. Alors, problème. Tu passes au-dessus et tu te retires. Voilà. C'est aussi grand guignol. Einen recht schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Wir begrüßen Sie wirklich recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünschen Ihnen einen recht guten C'est pas du tout le métal, il va toujours faire. En fait, le métal, tu dois pouvoir faire comme ça. Si tu fais comme ça, c'est que c'est du métal. Si tu fais comme ça, c'est du métal. Un critère, un critère. Avec des Ich sitz zu Hause, keine Lust zu gar nicht. Ich fühle mich alt und dumm wie meine Omi. Ich fang so auf. Voilà, mais donc il y a plein d'autres choses intéressantes. On a quand même laissé quelques minutes au débat. Les gens. Est-ce qu'il y a déjà pas une différence? Ici, il y a une femme et j'ai l'impression que dans le métal, Il y a pas de femme, il y en a très peu. Chanter style Nightwish, ça, mais ça n'a pas de métal, ça aussi. Non, il y a des groupes de grind qui ont des femmes aussi. Ouais. Qui font des big squeal et compagnie, ça existe. C'est le choix qui font des big squeal comme on entendait tout à l'heure. Parce que là, Jean-Pierre, ce que tu as présenté, il y a énormément de femmes, ça ne veut pas être non. Oui, mais dans le mouvement punk, il y a quasiment autant de femmes que d'hommes. Il y a des codes punk. Presque autant de femmes que de trucs. Comment ça m'arrête en fait? Bon, Jean-Pierre, comment est-ce qu'on... Ouais.